Ce sont des images inédites, celles d'une survivante, Elisabeth Revol. Les conditions sont vraiment sévères. Mais bon, le moral est bon. Après avoir atteint l'un des plus hauts sommets de l'Himalaya, l'alpiniste française se retrouve prise au piège de la montagne. Moi, je suis sans duvet. Je suis sans tente. Et là, j'apprends que je dois passer une nuit de fortune à 6007. En Himalaya, je savais même pas que c'était possible, quoi. Son compagnon de cordée a perdu la vie dans l'aventure. Elle, frigorifiée et exténuée, a été miraculeusement secourue. Sauvetage au sommet, c'est maintenant dans Envoyé spécial. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Envoyé spécial. Ce soir, nous allons donc revenir sur cette incroyable opération de secours dans l'Himalaya. Vous allez aussi découvrir que les logements écolos sont parfois un fiasco. Et voilà ce qui s'est passé. J'ai ma marche qui s'est effondrée sous mon pied, donc avec les clous apparents. Donc j'aurais pu être gravement blessé. Des façades décrépites, des malfaçons à tous les étages. Enquête sur les ratés des écoquartiers. Je fais pas 152 kilos et j'en fais 85, donc c'est pas tout à fait normal de passer à travers des planchers d'une habitation. On finit par avoir la trouille. Ces logements devaient allier douceur de vivre et respect de la nature. Ils sont parfois devenus un enfer pour leurs locataires. Nous donnerons enfin la parole aux enfants victimes de la guerre au Yémen. Mon père est mort. Notre maison a été bombardée. Ils grandissent sous les bombes dans un pays fermé aux journalistes depuis 3 ans. C'est donc l'histoire d'un incroyable sauvetage que nous allons vous raconter ce soir. Elisabeth Revol est devenue, il y a 2 semaines, la première femme à gravir le Nanga Parbat en hiver. Dans l'Himalaya, on l'appelle la montagne tueuse. Mais après avoir atteint le sommet, la descente s'est vite transformée en enfer de froid et de glace. La Française a dû laisser sur place son compagnon de cordée à bout de force et elle a été secourue par 2 héros, des alpinistes polonais qui eux aussi ont accompli un exploit. Vous allez découvrir ce soir pour la première fois les images inédites de cette ascension, le récit d'Elisabeth Revol et de ceux qui l'ont secourue. Sauvetage au sommet, c'est signé Élise Menant, Nicolas Bertrand, Guillaume Michel, Marie Drouet et Nils Montel. On est en direction du camp 3. Pas très chaud ce matin. Et là, le vent s'est calmé. On a passé le passage du Sérac. Et on fait petit à petit notre bonhomme de chemin. Nous sommes le 21 janvier. Elisabeth Revol et Tomek Mackiewicz marchent vers leur destin. Yeah, you have high sex here. Perfect stick. Youhou! C'est l'histoire d'un exploit et d'un sauvetage miraculeux sur l'un des plus hauts sommets de la planète. Midi, les conditions sont vraiment sévères. Mais bon, le moral est bon. L'histoire aussi d'une tragédie où l'une survit et l'autre reste là-haut, prisonnier de la montagne tueuse. Comment ça va, Tomek? Bien, il fait froid. Quelques heures après avoir filmé ces images, les 2 alpinistes ont atteint le sommet. Mais à quel prix? Quelle force, quelle folie faut-il avoir en soi pour affronter 8000 mètres d'altitude en plein hiver? Risquer sa vie pour le plaisir de voir ce que peu d'hommes ont contemplé. À peine sortie de l'hôpital, blessée, Elisabeth Revol a accepté de nous raconter cette partie de l'histoire qu'elle est la seule à connaître. J'arrive au sommet et puis là, donc moi j'étais légèrement en avant, je devais avoir 20-30 mètres d'avance en fait sur lui. Et là en fait quand il arrive sur moi, il me dit je vois plus ta lampe et je te vois flou. Et là tout de suite dans ma tête, c'est
Là c'est vraiment danger. Mais je me suis sentie très très seule en fait. Très très seule et je me suis dit, là on est parti pour un mauvais moment, quoi. On est parti pour un mauvais moment qui va être long. L'aventure démarre le 16 décembre au Pakistan. Elisabeth Revol, 37 ans, et Tomek Matskiewicz, 43 ans, partent à l'assaut du Nanga Parbat. C'est l'un des sommets les plus mythiques de la planète, aux confins de l'Himalaya. 8126 mètres. L'un des plus dangereux aussi. Son surnom, la montagne tueuse. 69 alpinistes ont péri sur ses flancs. Elisabeth et Tomek connaissent bien le Nanga Parbat. La première fois qu'ils tentent ensemble l'ascension en hiver, c'est en janvier 2015. Alors, on est parti ce matin du camp de base, avec notre maison sur le dos pour 10 jours en montagne, avec Tomek en dessous. Là, on arrive au premier camp, qui est à peu près à 5200 mètres d'altitude. Les deux alpinistes évoluent en style alpin, sans Sherpa ni oxygène, à la seule force du piolet. Ok, la deuxième tentative de Tomek, après son petit vol. Comme beaucoup d'alpinistes, Elisabeth a pris l'habitude de filmer ses expéditions. Les passages difficiles, comme les moments de repos et de complicité avec Tomek. Terrible pain. Terrible pain on your feet, hein? Yes. Il fait très 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 froid. Même là, on est dans la tente avec le soleil et je pense qu'il fait encore moins 25, moins 20. On n'arrive pas à se réchauffer, donc on verra la suite. Ils affrontent des températures qui descendent à moins 40, moins 50 degrés. Cette année-là, le sommet est tout proche, à quelques centaines de mètres. Mais les conditions météo sont trop dures. Les deux amis doivent renoncer. À 2 reprises, ils repartent ensemble à l'assaut de la montagne tueuse. Un sérac qui tombe et qui crée une grosse avalanche. Plus qu'une prouesse sportive, ces expéditions sont un défi pour le corps humain. À 8000 mètres, l'oxygène est rare. L'hiver, le vent est permanent, le froid polaire. Les conditions sont extrêmes. Le docteur Frédéric Champly est le médecin d'Elisabeth Revol. Urgentiste à Chamonix, il sait de quoi il parle. Lui aussi a déjà grimpé l'un de ces fameux 8000. Comment on est à 8000 mètres? On est mal. On est mal, c'est une souffrance. 8000 mètres, c'est une zone où il y a très peu d'oxygène, donc tout est dur. Tout est dur. Penser, c'est dur. On n'arrive pas à penser comme il faut, on fait des mauvais choix, on n'a pas une réflexion qui est fluide, on n'a plus de notion du temps. Donc ça veut dire qu'on est capable de s'asseoir et croire qu'on reste 10 minutes alors qu'on est resté 2 heures. Donc tout demande un effort très important. Il y en a qui disent que c'est comme si on nage avec un sac à dos de 50 kilos et qu'on essaie de respirer avec une paille, pour vous donner un peu l'idée. Et les alpinistes qui font des sommets à 8000, et c'est encore plus vrai pour des alpinistes qui vont l'hiver, parce que c'est encore autre chose, encore une autre dimension, ils ont un mental qui est particulier et ils ont une force mentale qui est extrêmement forte. Malgré leur mental, Elisabeth et Tomek n'ont jamais réussi le Nanga Parbat en hiver, jusqu'à ce mois de janvier 2018. Tomek veut vous dire quelque chose. Bonjour, c'est magnifique couloir. Oh, good French. Good.
Nous sommes le 13 janvier, à quelques jours du sommet. Aujourd'hui, il fait pas chaud, il y a beaucoup de vent. C'est la 7e tentative pour Tomek, la 4e pour Elisabeth. Beaucoup de vent ici et en altitude. Le Nanga Parbat les fascine. Au cœur du glacier. Tomek en est comme possédé. Ce père de 3 enfants a découvert l'Himalaya à 19 ans. Depuis, l'ivresse des 8000 ne le quitte plus. Et la suite. Et il a une obsession particulière pour le Nanga Parbat. Tomek, c'est un personnage vraiment atypique. C'est quelqu'un qui est passionné à la base par le Nanga Parbat, passionné à l'extrême. Pour lui-même, en fait, il était en communion en fait avec cette montagne, parce qu'il y a une divinité en fait sur cette montagne qui s'appelle Ferry. Et lui, il avait l'impression en fait de pouvoir communiquer en fait avec Ferry. Et c'était quelqu'un de réellement passionné et qui avait un amour profond en fait pour cette montagne. Donc aujourd'hui, on est le 20 janvier et ils annoncent pas un peu moins de vent le 24, donc on verra. Comment ça va, Tomek? I am very well. Je vais très bien. Hello everybody. Hello tout le monde. It's nice here. On est bien là, Camp 2. au camp 2. Tomorrow we go Demain, to on va au camp camp 3. 3 et on espère être capable d'attaquer le sommet. It's very warm here. Il fait bon là. Je ne sais pas combien il fait, I don't know how much, but mais il fait bon. looks like it's very warm. Yeah, it's Oui, better c'est mieux than que les autres fois. the other time, hein. Yeah. Good. See you À demain, les amis. On est en direction. Le 24 janvier, ils sont tout près du but. Fatigués, mais en bonne santé. How are you, Tomek? Comment ça va, Tomek? Ça va bien. Il fait froid. Very cold, hein? Très froid, ouais. Yeah. Okay. Youhou! Happy day! À l'aube de ce dernier jour, la tente a gelé à l'intérieur. Ils sont à 7300 mètres. On est le 25 janvier. On est parti pour la tentative. Sommet sur le Nanga Parbat. Le lever de soleil est magnifique. Sur la Hatma Zerno. La pyramide sommitale. Elisabeth et Tomek vont enfin réaliser leur rêve. Après 5 jours d'ascension, ils ne sont plus qu'à 90 mètres du sommet. Il est un peu tard, mais les conditions météo sont bonnes. Il est 5 heures. On va peut-être finir de nuit. Mais je pense qu'on va finir. Tomek qui arrive. Et c'est pas mal nuageux aujourd'hui. Mais on va terminer ce sommet, je pense. Probablement de nuit. Ce sont les dernières images filmées par Elisabeth. Moins d'1 heure plus tard, elle devient la première femme au monde à conquérir le Nanga Parbat en hiver. Une incroyable performance. À 18h, ils atteignent le sommet. Je me suis imprégnée des lieux parce que c'était franchement magique, donc il faisait nuit. Par contre, on avait le vent en fait, qui arrivait par derrière, parce que nous, toute la montée, en fait, on était protégés. Et puis quand on est arrivé au sommet, on a vraiment pris le vent en fait, de face. Jusqu'à ce que Tomek vienne, et là, en fait, quand il arrive sur moi, il me dit je vois plus ta lampe et je te vois flou. Là, je prends conscience qu'il y a réellement danger, parce que s'il y voit plus, on est quand même dans un terrain qui est pas facile, et on est vraiment dans une très mauvaise passe, quoi. Donc là, tout de suite, je prends la décision de ok, Tomek, on descend, quoi. La descente vire au cauchemar. À 23h10, Elisabeth envoie un premier message alarmant. Tomek a besoin de secours. Il a des gelures et il ne peut rien voir. S'il te plaît, organise quelque chose le plus vite possible. L'homme à qui elle s'adresse est son routeur, Ludovic Giambiasi. À la fois un ami et son lien avec le reste du monde. Tous les jours, depuis la France, il lui donne la météo et suit l'expédition grâce aux coordonnées GPS.
Qu'est-ce que ça vous fait de recevoir ce SMS Peur, parce que je sais très bien comment ça se passe là-haut, on en est tous conscients. Et quand ce genre de choses arrive, il y a très peu de chances pour que ça se termine bien. Très peu de chances. Ce qui lui est arrivé, on ne peut pas dire. Il peut lui être arrivé plusieurs choses. Soit il a une atteinte de sa rétine, parce que c'est le cas. Quand on va en altitude, des fois, on a des hémorragies rétiniennes, des ischémies de la rétine, comme des infarctus de la rétine. Donc là, on n'a plus de rétine, on ne voit plus. On est aveugle, on a une cécité. Soit il a eu une atteinte de sa cornée, donc c'est la partie transparente de l'œil, par le froid, par le soleil, à la montée, et il n'arrivait plus à ouvrir les yeux, il avait tellement mal qu'il n'arrivait plus à ouvrir les yeux, et donc dans les deux cas, de toute façon, il ne voit pas où il va. Et quand on est à 8100 mètres d'altitude dans un terrain compliqué, il faut savoir où on va. Le routeur donne l'alerte. Pendant 9 heures, Elisabeth aide Tomek à descendre, mais son état s'aggrave. Le lendemain matin, elle écrit. Tomek est dans une situation terrible. Il ne peut pas marcher. On n'a pas pu rejoindre la tente. Il faut l'évacuer au plus vite. Il ne peut pas marcher, ça veut dire très concrètement que pour elle, c'est impossible de le descendre. Impossible, il faut être un groupe de 4, 5, 6 personnes vraiment très fortes pour pouvoir descendre une personne à cette altitude-là. Il n'arrivait pas à respirer, donc en fait il enlevait en permanence le masque qu'il avait devant son nez, et son nez est devenu blanc peu de temps. Voilà. Enfin, au départ il était blanc, après quand il mettait un peu le masque, ça reprenait un peu de couleur, puis après il est resté blanc le reste de la descente, quoi. C'est-à-dire qu'il avait gelé? Ouais, clairement. Clairement, il commençait à se geler le nez. Après, il avait du liquide rosé, en fait, qui coulait en permanence de sa bouche, qui glissait en fait sur sa barbe. Et après, ça a été crescendo. Dans le sud de la descente, il avait les mains en fait qui étaient recroquevillées complètement sur lui-même. Donc, il n'arrivait plus à tenir au niveau des mains. Donc, ça veut dire qu'il s'était gelé les mains, et puis pareil pour les pieds. On sait très bien que si on ne peut pas faire monter un hélicoptère à cette altitude-là, avec des secouristes, Tomek est perdu. On en a la certitude. Et on sait très bien là aussi que malheureusement, ça veut dire que quelque part, Tomek se retrouve seul et Elisabeth se retrouve seule. Il y a urgence. Mais au Pakistan, il n'existe pas de secours de haute montagne. Pour leur venir en aide, il faudrait un miracle. Ce miracle s'appelle Denis Orubko. À 45 ans, ce Polonais est sans doute le meilleur himalayiste du monde. Il a réussi les 14 sommets de plus de 8000 mètres. Or, il se trouve que cet homme providentiel est justement au Pakistan, à seulement 450 km de là. Il s'apprête à gravir le sommet le plus dur de l'Himalaya, le K2. Il est accompagné de 3 autres alpinistes polonais, dont Adam Bielecki, autre star mondiale des sommets. On a entendu parler d'un problème sur le Nanga Parbat quand on était au camp 1 du K2. J'ai compris tout de suite, face à une telle situation, qu'il fallait interrompre notre ascension du K2 et proposer notre aide pour une mission de sauvetage. On était les seuls à pouvoir faire ça, avec les autres membres de l'équipe. Il n'y avait pas d'autres expéditions à ce moment-là au Pakistan. Et pour aider à sauver Tomek et Elisabeth, ou en tout cas pour essayer, il fallait des gens déjà acclimatés à l'altitude, des bons grimpeurs, avec une expérience de cette montagne en hiver. On était les bonnes personnes pour réussir ce sauvetage. Encore faut-il les acheminer sur place. Au Pakistan, les seuls hélicoptères capables de monter dans l'Himalaya sont ceux de l'armée. Mais le carburant coûte cher. Les amis d'Elisabeth lancent un appel aux dons pour financer l'évacuation. Au départ, ils nous avaient affirmé que l'hélicoptère pouvait monter jusqu'à une certaine altitude et donc qu'on pouvait de toute façon aller chercher Tomek. Dans tous les cas, ces hélicoptères-là doivent voler léger. Donc ils ne pouvaient pas prendre les 2 personnes. Ils ne pouvaient pas prendre ni Elisabeth ni Tomek en même temps. Elles devaient donc descendre dans tous les cas pour pouvoir avoir une chance aussi pour elle d'être secourue, mais plus tard. On lui a fortement suggéré de descendre. Elle n'a pas pris la décision elle-même, mais
C'est pas une prise de décision, on n'a pas le choix, c'est de la survie, quoi. C'est de la survie. J'ai dit à Tomek, écoute, voilà, c'est bon, les secours arrivent dans 2-3 heures, il n'y a pas de souci. Moi, je t'attends un peu en dessous et on se rejoint après au camp de base, quoi. Sauf que voilà, l'hélico n'est jamais arrivé et il y a eu pas mal de problèmes derrière, quoi. Elisabeth met Tomek à l'abri et commence sa descente, seule. Mais les secours ne viennent pas. Elle doit passer une deuxième nuit dehors à 6700 mètres. Je suis sans tente, je suis sans matelas, j'ai rien bu, j'ai rien mangé depuis je sais pas combien de temps. Tomek est tout seul. Et là, j'apprends que je dois passer une nuit de fortune à 6007. On est sur une hivernale, on est en Himalaya. Autant dans les Alpes, oui, je peux arriver à passer une nuit de fortune. En Himalaya, je savais même pas que c'était possible, quoi. Je me sens en danger, je me sens éloignée, je me sens trahie, je suis en colère à ce moment-là, ouais. Et j'ai peur, ouais. Le lendemain, elle est vivante, mais en piteux état. Me suis gelé 5 orteils sur pied gauche. C'est du bois. Victime d'une hallucination, elle a enlevé sa chaussure pendant la nuit. Je rêvais qu'on m'amenait de la chaleur, en fait, des boissons chaudes, et qu'on m'amenait des bouteilles d'eau chaude. Et donc je sentais cette chaleur et je me sentais bien. Et en fait, dans mon rêve, c'était une dame qui me faisait ça, qui m'amenait tout ça. Et elle me dit, bah écoute, j'ai besoin de ta chaussure, donc est-ce que tu peux me donner ta chaussure? Et là, je pense que mon corps, en fait, c'est machinalement à enlever cette chaussure, alors que je continuais en fait à être dans mon rêve. Donc j'ai enlevé cette chaussure et je lui ai donné mes chaussures, quoi. Et vous êtes réveillée le lendemain Et je me suis réveillée le lendemain, j'étais en chaussettes et voilà. Et la première chose que j'ai fait, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Donc tout de suite, je me suis dit, bon, bah, le pied, il est dans quel état, quoi? Et puis quand j'enlève ma chaussette, effectivement, le pied, il est blanc, quoi. Au matin du 27 janvier, les pilotes de l'armée sont enfin prêts à décoller. Le lieutenant-colonel Anjoum et le major Abbas sont basés à Skardou. Mais il va leur falloir plusieurs heures pour arriver jusqu'à Elisabeth. On devait partir de Skardou pour aller au camp de base du K2. Au K2, ils embarquent les alpinistes polonais. Ils doivent refaire le plein plusieurs fois pour arriver jusqu'au Nanga Parbat, à 450 km. C'était une course contre la montre. Si on les avait déposés au camp de base, ils auraient eu encore 5 à 6 heures d'ascension supplémentaires. Elisabeth était là-haut, seule, à plus de 6000 mètres. Si elle avait dû passer une nuit de plus à cette température, ça aurait été vraiment difficile pour elle de survivre. Les pilotes m'ont dit, Denis, c'est quoi le mieux pour déposer ton équipe? Parce que moi je connais la zone par cœur. Je leur dis, ok, s'il vous plaît les amis, le camp de base c'est un peu loin. On peut sauter. Déposez-nous un peu plus haut. Ici? Peut-être là? Ici? S'il vous plaît, plus haut, sur ce point peut-être. Et finalement, ils nous ont déposés sur un bout de piton rocheux. Il y avait des cailloux, c'était une opération risquée. Il est 17h15. L'hélicoptère dépose les deux alpinistes à 4800 mètres d'altitude, au pied de la voie Kinshoffer. La plus rapide, mais aussi la plus à pic. C'est un vrai challenge. La voie Kinshoffer est raide. En hiver, c'est plein de glace. Et à la fin, il y a une barrière rocheuse. Au moins 100 mètres de roc à la verticale. Adam Bieletsky filme ces quelques images. Urubko est en tête tout là-haut. Malgré le brouillard, la nuit qui tombe, les deux hommes réalisent un tour de force. En 8 heures, ils grimpent plus de 1000 mètres, alors qu'il faut d'ordinaire plusieurs jours. Ça nous a pris un peu de temps, mais finalement, vers 1h du matin, on est arrivé au camp 2, en haut du couloir de la voie Kinshoffer. C'est là, à 1h45, qu'il retrouve Elisabeth, toujours en train de descendre. Il fait nuit noire. En arrivant au camp 2, j'ai commencé à crier, juste au cas où. J'espérais qu'elle ne soit pas trop loin. J'ai appelé.
Elisabeth. Ça faisait de l'écho entre les rochers. Et à un moment, j'ai entendu une voix de femme vraiment très faible dans le noir. J'ai dit, elle est là, pas loin. Elizabeth. Nice to see you. Adam, I have her. J'ai entendu Dennis crier « Adam, je l'ai trouvé !» J'étais tellement content, je pleurais de joie. Je vois une frontale, et là je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Parce que pour moi, en fait, les secours montaient pas, quoi. Et donc là, j'ai tout de suite compris qu'en fait, ils montaient à ma rencontre, et voilà, ça a été... Là, je me rappelle, j'ai hurlé. Donc là, ils m'ont entendu, ils ont braqué en fait leur frontale sur moi. Et ouais, à partir de ce moment-là, ouais, j'ai franchement relâché la pression, quoi. Elisabeth a des gelures aux pieds et aux doigts. Mais elle est sauvée. Adam et Denis vont devoir prendre une décision difficile. On avait ce dilemme. Laisser Elisabeth et essayer de trouver Tomek en très haute altitude, après 10 heures d'ascension et peut-être plus. Ou bien aider Elisabeth à descendre, parce qu'elle avait extrêmement besoin de nous. Alors on a décidé qu'il fallait d'abord qu'on aide cette femme à descendre, et peut-être ensuite pousser jusqu'en haut pour essayer de faire quelque chose pour Tomek. À l'aube, Denis, Adam et Elisabeth entament le chemin du retour. La descente est longue et difficile. Elisabeth, en orange, est exténuée. « 63 heures après avoir donné l'alerte, Elisabeth arrive enfin au camp de base pour être évacuée en hélicoptère. Denis Urubko et Adam Bielitsky ont réussi l'impossible et probablement sauvé la vie d'Elisabeth Revol. Elle est vivante et soulagée. Comment vous sentez-vous maintenant? Maintenant, ça va. Mais elle pense encore à Tomek, resté à 7200 mètres. Jusqu'au bout, j'ai espéré. Et Bonnie, le docteur Chambly se bat contre les gelures d'Elisabeth pour sauver ses doigts et ses orteils. Quand c'est noir comme ça, on appelle ça une cyanose, hein, donc c'est bleu. Et puis cette limite de cyanose définit la gravité de la gelure. Donc là, on a des gelures qui sont de stade 3 sur la main droite. À partir du stade 3, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un risque d'amputation, un pourcentage qui est majoré dans les stades 4. Donc là, on voit que le pied est un stade 4. C'est un stade grave avec un fort potentiel et un fort risque d'amputation, si rien n'est fait. Quand j'étais gamine, je voulais toujours monter plus haut, voir ce qu'il y avait au-dessus. Et là-haut, ben, c'est tout simplement magique, quoi. Vous allez y retourner? Je pense, de toute façon, ma vie, elle tourne autour de la montagne. J'ai besoin de ça. C'est mon équilibre. Denis Urubko, lui, est déjà reparti à l'assaut du K2. Le nom de Tomek Mackiewicz s'inscrit désormais dans la légende tragique du Nanga Parbat. Good job, hein? Good job, Ali. Qu'est-ce que je voudrais lui dire? Qu'il a vécu sa passion jusqu'au bout et qu'il a atteint ce qu'il voulait. En 2013, dans l'une de ses rares interviews, au pied de cette montagne qu'il aimait tant, voici ce que Tomek disait. Je ne peux pas dire que ce soit un plaisir d'escalader cette montagne en hiver. C'est vraiment dur. C'est pas un plaisir. Même si parfois on a une belle vue, ça c'est vrai. En fait, la belle vue, tu t'en fous.
quand t'as les orteils presque foutus. Mais l'ascension est incroyable. C'est tellement beau. C'est comme un frigo géant, avec des centaines de tonnes de glace. Et toi, tu es dedans. Avant de partir, il avait confié à un journal polonais « Cette montagne ne me laissera jamais tranquille ». Bonsoir Catherine Destivelle. Bonsoir Élise. Vous êtes l'une de nos alpinistes les plus chevronnées. Vous avez mené plusieurs expéditions dans l'Himalaya. Que vous inspire l'histoire d'Elisabeth Revol? Du respect, de l'admiration? Oui, du respect et de l'admiration. C'est une miraculée, quoi. Elle sort de... Elle s'est retrouvée coincée comme ça à 7005, sans aide, sans personne, un pied à moitié gelé. Et il a fallu qu'elle prenne cette décision de descendre. Et là, c'est là qu'on voit qu'elle était tenace. Parce que parfois, des gens se laissent aller, se laissent mourir parce que voilà, on espère en rien du tout. Et là, elle est sortie de son trou, elle a décidé de descendre. Et ouais, c'est bien. Puis elle a resté concentrée parce qu'il faut rester concentré dans ce genre de situation. Il ne faut pas glisser, il faut penser à chaque détail. Très franchement, au moment où elle était en danger, vous avez pensé qu'elle ne pouvait pas s'en sortir? Moi, il y a 15 jours, je pensais que oui, c'était fini. On en parlait déjà entre nous, au passé presque. Et donc là, c'était miraculeux. Enfin, c'est génial. C'est un sauvetage génial, en fait. Les alpinistes qui grimpent des 8000, comme vous, comme elle, on les appelle des mutants. Vous, par exemple, et Elisabeth, vous avez une résistance exceptionnelle au froid. Oui, on est mutants, je sais pas, mais en tout cas, on est bien équipés, mais c'est fait pour. Hein. Après, il y a des constitutions qui s'adaptent mieux au froid, plus ou moins. La vôtre, c'est d'Elisabeth. Ouais, ça va, on tient le froid, mais pas des mutants, quoi. Vous aussi, vous avez connu de vraies frayeurs dans l'Antarctique. Il vous est arrivé des aventures incroyables. Oui, j'ai fait une fracture ouverte de jambe à 4200 mètres d'altitude en Antarctique. Là, pareil, pas de secours, mais là, il a fallu descendre tout seul. Et alors, comment on s'en sort dans ces cas-là? C'est ce que je disais, il faut rester concentré sur la sécurité, penser à chaque chose, éviter de se geler les mains en plus, les pieds en plus, et chaque chose est importante. Dans cette histoire, celle d'Elisabeth Revol, il y a un miracle, c'est son sauvetage, il y a aussi un drame. La décision d'abandonner son compagnon de cordée, on imagine que c'est la décision la plus difficile à prendre, parce qu'elle a dû, à un moment, abandonner Tomek. Alors j'ai appris qu'en fait, dans la crevasse, on lui a dit que l'hélicoptère allait venir chercher Tomek si elle descendait à 6000. Donc ça change un peu la donne. C'est-à-dire que la décision, elle n'avait pas le choix. Il fallait qu'elle descende pour sauver tout le monde. Donc elle et puis Tomek. Et donc, heureusement qu'on lui a dit ça, en fait. Sinon, peut-être qu'elle serait restée à attendre je ne sais pas quoi, d'ailleurs. Et si elle était restée? Elle ne serait pas là. Hein. Ouais. C'est clair. Ils seraient morts tous les deux. C'est facile, hein, ça va vite. Oui, en quelques heures. Oui. Puis on s'endort dans le froid et puis c'est horrible, quoi. Elisabeth Revol, elle a dit très clairement que si les secours étaient partis plus tôt, ils auraient peut-être justement pu sauver Tomek et que pendant 24 heures, ils ont fait monter les enchères financièrement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? Bon, moi, ce que j'en pense, moi, le Pakistan, j'ai un peu de mal aussi. J'ai eu des problèmes aussi avec des Pakistanais. Alors, il y en a qui sont très gentils, adorables, et malheureusement, il y a parfois des gens qui font oublier qu'il y a des Pakistanais très sympas. Et là, parce que là, c'était une question de vie ou de mort. Mais bien sûr, une question de vie ou de mort, et ils voulaient le cash sur la table. Ils voulaient de l'argent. Voilà, de l'argent. De l'argent avant tout. Et toujours plus d'argent. Et oui, et moi, j'ai eu le même problème avec eux. Alors peut-être parce qu'on est des femmes et que du coup, on se dit tiens... Ah oui. Je sais pas, mais c'est une question qu'on pourrait se poser. Et je sais que les femmes là-bas, moi je sais que j'ai jamais été très bien accueillie. En tout cas, a posteriori, c'est dramatique parce que Tomek est mort. Oui. Et peut-être à cause de ces 24 heures de retard. Oui, peut-être à cause. Après, un hélicoptère pour voler à 7000 mètres, pour aller chercher quelqu'un, c'est compliqué aussi. Donc, il faut aussi relativiser. Voilà, on ne sait pas trop, quoi. Franchement, Catherine Destivelle, qu'est-ce que vous répondez à tous ceux qui considèrent que vous êtes des conquérants de l'inutile et que vous mettez en danger, vous aussi, les sauveteurs? Alors, d'abord, on ne va pas en montagne pour aller se mettre en danger. Enfin, à se mettre en danger. Et notre but, c'est de rentrer.
Donc on ne pense pas qu'on va avoir un accident, qu'on va y avoir des problèmes. Donc ça déjà, c'est pas le sujet. Nous, une ascension réussie, c'est quand on rentre à la maison intact. Après, il peut arriver effectivement que des secours viennent chercher des alpinistes, mais c'est pas volontaire. Et donc, je trouve ça, voilà, pourquoi il y a des marins qui font des traversées, pourquoi, je veux dire, l'être humain a envie d'explorer. Là, il se trouve que parfois, il y a la possibilité de sauver quelqu'un en envoyant des secours, c'est génial. Mais bon, on compte pas dessus, quoi. C'est sûr, on ne fait pas ça pour ça, non. Il y a quelque chose qui nous a scotché, on peut le dire, comme ça, en tout cas vraiment étonné, c'est que dès son retour en France, Elisabeth Revol a affirmé qu'elle retournerait à l'assaut des cimes. Pour nous, franchement, c'est complètement incompréhensible. Vous la comprenez ? Oui, pour le moment, elle a dit ça sur le coup. Maintenant, vous posez la question une semaine après, on va voir. Mais c'est vrai que dans l'euphorie d'être survivante, elle se dit, ça y est, j'y retourne tout de suite. Après, elle aime la montagne, donc elle n'arrêtera pas. Après, je ne sais pas ce vont être ses projets, mais je pense que sur le coup, oui, c'est ce qu'elle a dit, parce qu'elle c'est une battante et qu'elle n'a pas envie de lâcher l'affaire. Mais bon, on verra l'avenir. Il faut déjà qu'elle se remette. Merci à vous, Catherine Destivelle. Merci, Élise. S'installer dans un logement écologique, c'est dans l'air du temps et pour certains, c'est un rêve. Habiter au plus près de la nature, économiser l'énergie, une vie plus saine pour les enfants, franchement, ça donne envie. Mais parfois, cet idéal vire au cauchemar. Des maisons transformées en gruyère, des problèmes d'infiltration, des malfaçons en série. Certains immeubles sont même construits sur des terrains pollués où il est interdit de faire pousser des fruits ou des légumes. C'est un comble qui peut faire sourire, mais qui exaspère les propriétaires. Maison écolo, gare au fiasco. L'enquête est signée Laurent Di, Mathieu Moureau et Robin Braquin avec Bangoumi. Vue du ciel, entre les arbres et le chemin sinueux, le tableau est harmonieux. Du sol, c'est plus déroutant. Difficile de croire que ces cubes aux airs de ruches délabrées sont en fait des maisons écolos. Et ce n'est pas leur esthétique qui met leurs propriétaires en colère. Dans ce quartier de Bayonne, Bruno Gimon a acheté son pavillon 140 000 €. Une habitation qui s'est révélée être un gouffre thermique. Regardez, ici. Comment voulez-vous qu'une maison digne de ce nom soit fabriquée avec des entrées d'air de partout? C'est impossible. Là, l'air passe par là? Ça passe par là, par en haut, par en dessous. Je veux dire, il n'y a aucune isolation thermique. Zéro. Vous l'avez appelé favela? Oui. Favela, ça veut dire bidonville. Bidonville, c'est un bidonville de luxe. Tout l'inverse d'une maison qui devait être une maison écologique et avec une réglementation thermique qui devait être au top, quoi. Le bois isole 12 fois mieux que le béton. C'était l'argument massu des promoteurs du lotissement. Aujourd'hui, le bois sert bien à réchauffer la maison, mais en tant que combustible pour le poêle. C'est un gel qui va m'aider à prendre feu. C'est pas très écologique. Oh. Écologique ou pas, je crois que là, je pense plus trop à l'écologie. Là, je pense surtout à chauffer la maison et que mes gamins ne crèvent pas de froid. Mais il n'y a pas de chauffage ici? Il n'y a pas de chauffage électrique? Si, il y a des chauffages électriques, oui. Il y en a un deuxième ici, mais bon, si je veux finir avec des notes astronomiques d'électricité, j'ai plus qu'à les brancher, c'est des grippins. Je l'ai fait au tout début, j'ai vite compris. Quand vous retrouvez en 2 mois 500 € d'électricité, vous avez vite pigé qu'il faut arrêter la connerie. Bon, là c'est lancé, tiens, viens voir la température restée. Je vois, quand on me demandait la température qu'il faisait ce matin, ben voilà, on n'arrive même pas à 10 degrés, hein. 9-6, ouais. C'est des tropiques ici. Comme Bruno, 36 familles ont acheté sur plan, en 2009, une maison de ce quartier écolo baptisé Hameau de Plantoun. Un programme d'accession à la propriété supervisé par l'Office HLM de Bayonne. Avant la commercialisation, cette brochure décrivait le projet en des termes très fleuris. Les maisons de Plantoun ont quelque chose d'une grâce paradoxale. Leur poésie ne se décrète pas. La beauté, toujours, est un accident. Regardez-les jucher sur leurs frêles échasses en habits de lumière, parés de bois et de verre. Ce sont des boîtes qui jouent à cache-cache avec la vérité. Ça, il y a tout sauf la vérité là-dedans. C'est des maisons du mensonge.
C'est déjà les cris des enfants, leurs jeux, les parents qui les appellent et au loin la rumeur du fleuve et qui se laissent distinguer, discret derrière les feuillages, le ciel immense au-dessus de Bayonne. Tant de mots, quoi, tant de phrases pour tant de misère. Quand ils sont apparus il y a 10 ans, on les a appelés écoquartiers. C'était l'excellence du logement. Les matériaux étaient naturels, les techniques nouvelles. Objectif, faire chuter la consommation d'énergie, d'eau et recycler les déchets. Bref, des lieux où il fait bon vivre, où les habitants ont leur mot à dire. Aujourd'hui, près de 500 000 Français vivent dans un écoquartier. Le gouvernement en fait une priorité. Et pourtant, loin de l'exigence revendiquée, nous avons découvert beaucoup de malfaçons, des erreurs de conception et même des terrains pollués. Un comble quand il s'agit de vivre au contact de la nature. Cela fait plus de 8 ans que les nerfs de Bruno Gimon sont mis à rude épreuve. Depuis qu'il est propriétaire. C'est primordial pour moi. J'ai besoin de me défouler, c'est mon exutoire la salle de boxe ici. Il vaut mieux que je tape dans un sac que sur certains. Chez Bruno, chaque semaine apporte sa déconvenue. Son fils, étudiant, est en week-end à la maison après un mois d'absence. On va essayer de passer au-dessus. Bruno lui présente le dernier effondrement en date. Au milieu du salon. Voilà. Et voilà. Voilà, tu vois Stéphane, je suis passé à travers, le lino m'a retenu le pied heureusement. Je fais pas 152 kilos, j'en fais 85, donc c'est pas tout à fait normal de passer à travers des planchers d'une habitation. On finit par avoir la trouille. Il y a 3 ans, Esteban avait échappé à une chausse trappe dans l'escalier. C'était une journée comme une autre, donc je montais les escaliers, tout simplement, et voilà ce qui s'est passé. J'ai la marche qui s'est effondrée sous mon pied, donc avec les clous apparents, donc j'aurais pu être gravement blessé. Heureusement, comme aujourd'hui j'avais des chaussures montantes. Là ça peut se reproduire? Oui, sans prévenir, ça peut se reproduire à n'importe quel moment sur une autre marche. Pas une pièce n'est épargnée. Trous, fissures, fuites. Pour l'efficacité énergétique, il y a mieux. Même la baie vitrée, qui donne sur la forêt, est une aberration. C'est le côté où il y a la plus grande surface vitrée. Elle est là, elle est côté plein nord. Voilà. Ouais, mais c'est ce qui est le plus illogique. Je veux dire, un enfant de 5 ans le comprendrait qu'on ne met jamais les plus grandes surfaces vitrées plein nord. Il n'y a jamais le soleil. Résultat, un taux d'humidité qui dépasse régulièrement les 90% dans la maison. Ces malfaçons, les propriétaires les ont découvertes dans les semaines suivant leur installation. Ils les ont fait constater par l'office HLM, qui a proposé de leur vendre un autre logement dans un autre quartier, pas écolo cette fois. Certaines familles ont accepté, mais la plupart ont préféré attaquer en justice les 13 entreprises qui avaient travaillé sur cet écoquartier. Bruno, par exemple, il demande le remboursement de sa maison. Il a gagné en première instance avec la plupart des propriétaires. Mais le jugement est en appel. Pourquoi vous partez pas? Parce que je ne peux pas me payer un loyer et me payer un remboursement de crédit, c'est impossible. C'est impossible. Moi j'ai un salaire très moyen avec des enfants à charge. Qui peut se payer le remboursement d'un crédit et un loyer à côté? Vous pourriez la revendre? Oui, un fou. Elle vaut 0. Ça vaut rien. La maison, elle vaut 0? Elle est invendable. Elle est invendable. Même moralement, comment je pourrais vendre une maison dont je décris tous les problèmes et je vendrais ça à de pauvres gens? Mais moralement, je ne pourrais pas me regarder. C'est ignoble. Bruno rembourse chaque mois 640 € de crédit. Il gagne 1400 €. Allez. Il a demandé à sa banque de suspendre son prêt pendant 2 ans, le temps que le litige soit réglé. La réponse vient de tomber. Comme un malheur n'arrive jamais seul, la suspension du crédit a été refusée. Donc ça veut dire que... Qui refuse la suspension de crédit? C'est la banque? C'est la banque. J'ai l'impression qu'ils ne se rendent pas compte de ce qui est de l'histoire. Mais ouais, mais c'est le contexte.
La banque, c'est une chose. Voilà, la banque, c'est une chose. Le logement, ça en est une autre. Donc, on ne peut pas suspendre le prêt et on ne peut pas dégager d'ici. Pour Bruno et ses enfants, vivre dans cette maison en bois est un cauchemar au quotidien. Pourtant, au départ, les écoquartiers, c'était une belle et noble idée. Un idéal de vie. Limay-Brévannes, une ville du Val-de-Marne. Le nom de ce quartier affiche la couleur, les temps durables. 2500 personnes y vivent, dans des immeubles de taille moyenne, au design moderne et multicolore. Sur tous les toits, forcément, des panneaux solaires. Et la pièce maîtresse, c'est cette usine rouge. La centrale biomasse, une gigantesque chaudière à bois flambant neuve. Au cœur de l'écoquartier, une zone piétonne arborée. Caroline Travassac l'arpente chaque jour pour aller récupérer son petit garçon. Bonjour. Depuis 5 ans, la jeune femme profite d'une vie sans voiture. On a plein de petits commerces et on est à 10 minutes à pied du centre-ville de toute façon. Donc c'est vrai qu'on n'est pas dans l'obligation d'avoir une voiture. Ni voiture, ni bus scolaire. Rose rentre à pied de l'école avec des agents municipaux. On appelle cela le pédibus. Les animateurs de la ville accompagnent les enfants du quartier jusqu'à l'école à pied en fait, donc ils sont accompagnés. Je crois qu'on est le seul quartier de la ville d'ailleurs qui a ce service-là. Faut que je me tenir la main, si tu veux tu peux marcher à côté. Ici, de jeunes propriétaires comme Caroline cohabitent avec des locataires en logements sociaux. C'est l'esprit des écoquartiers français. Caroline vit avec son mari Thomas et leurs 2 enfants dans un 4 pièces de 80 mètres carrés. Elle est webmaster, il est cadre. Ils ont acheté leur appartement 220 000 €, soit 2 700 € du mètre carré. Ils se sont installés ici par conviction. Quitte à acheter un logement, je voulais surtout du neuf comme ça, un logement qui soit, qui suive des normes environnementales raisonnables et puis surtout qui soit écolo, quoi. À mon sens, un écoquartier, c'est un quartier qui prend en compte tout ce qu'on entend depuis des années sur la préservation de la planète, sur les économies d'énergie et ce genre de choses. Et ça vous parle, vous, personnellement? Oui, clairement, oui. Moi, je fais partie d'une génération qui a été élevée avec le mantra que les ressources sont limitées, que l'écologie, c'est important. Et voilà, ça guide la plupart de mes choix aujourd'hui de consommation et de vie. Un appartement très bien isolé et très bien chauffé. Les radiateurs, pour commencer, on est chauffé par la centrale biomasse qui se trouve à côté de chez nous. Et c'est très efficace, ça chauffe très vite et très bien. Et puis c'est une solution très écologique par rapport à ce qui existe aujourd'hui ailleurs. Ensuite, on a des fenêtres qui sont à double vitrage. Et puis l'isolation extérieure du bâtiment aussi répond à des normes de qualité qui sont modernes et qui sont respectueuses de l'environnement. Le 4 pièces de Thomas et Caroline est même labellisé très haute performance énergétique, THPE. En France, seuls 7% des logements sont aussi bien isolés. De quoi logiquement réduire la facture de chauffage. En général, on se retrouve à 80 €, 100 € maximum sur le mois. 80 € par mois, cela fait 1 € le mètre carré. Ce n'est pas vraiment un exploit, car c'est précisément ce que dépensent en moyenne les Français pour se chauffer, écolo ou pas. Pourquoi une telle facture? Parce que dans ces charges de chauffage, le couple finance la centrale biomasse. Un bel équipement qui a coûté très cher et qui ne sera amorti que dans 30 ans. Et ce n'est pas la seule surprise à Limay-Brévannes. Nous y reviendrons. La France et les écoquartiers, c'est toute une histoire. L'État décerne depuis 2012 un label officiel aux municipalités, le label Écoquartier. Une initiative publique décidée et gérée par le gouvernement. Cette année, la remise des prix a lieu à Paris, à la Cité des Sciences. Et je crois que c'est aussi... Un petit air de soirée des Oscars écolos, sans les paillettes, mais avec de beaux discours positifs. On a eu de la chance
parce que je pense que tous les quartiers de France et de Navarre n'ont pas eu cette chance-là. Des diplômes en guise de statuettes. L'écoquartier de Ménoir à Menay, dans le Cantal. Et un maître de cérémonie qui porte ses convictions écologiques autour du cou. Alain Yound préside la commission nationale qui évalue les candidatures et récompense les lauréats des maires de toute la France. Ça donne un signe. On veut donner un signe à tous nos collègues élus, à tous nos collègues maires du territoire, en disant qu'il faut faire la ville différemment. C'est un vrai moment de fête en fait ce jour. C'est tout le temps la fête. Quand on a bossé pendant 20 ans et qu'on obtient une distinction, c'est un beau moment forcément. Parmi les heureux gagnants, des maires récompensés pour des écoquartiers terminés, ou même seulement en chantier. Ils ont gagné un label pour la vie. Aucun dispositif ne prévoit de le retirer en cas de promesse non tenue. En France métropolitaine, on compte déjà 370 écoquartiers labellisés par le gouvernement, ici en vert. Une centaine sont déjà livrés. Voici ceux qui sont encore en chantier et ceux qui sont au stade des plans. Mais en plus de ces écoquartiers primés, nous avons dénombré près de 250 écoquartiers autoproclamés, en rouge, qui n'ont pas reçu ou demandé le label. Pour obtenir le tampon vert, il faut signer cette charte, qui contient 20 engagements. Par exemple, mettre en œuvre une qualité urbaine, paysagère et architecturale. Mais aussi contribuer à un développement local et solidaire. Ou encore, favoriser la transition numérique vers la ville intelligente. C'est un peu flou. Le président de la commission se garde bien d'être trop concret. Selon lui, ces nouveaux quartiers sont des laboratoires. La démarche écoquartier, c'est de tâtonner, c'est d'avancer, c'est de parfois se tromper et dans la mesure du possible de tirer les leçons des erreurs qu'on a faites à un moment ou à un autre. Mais les enseignements sont-ils toujours tirés des échecs? Pas si sûr. Grenoble, écoquartier de la ZAC de Bonn. Le premier construit en France et aussi le premier labellisé. Il est considéré comme une réussite esthétique. Ces grands bâtiments blancs, une ancienne caserne rénovée transformée en logement étudiant. Derrière une zone commerciale, un parc de 3 hectares entouré de bâtiments à basse consommation, comme à Limay-Brévannes. Là aussi, des panneaux solaires. Et un système de récupération de l'eau de pluie. Elle est dirigée vers les bassins du parc pour arroser les espaces verts. Astucieux. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, merci. Merci. Lionel Tricot habite ce duplex design avec sa femme et ses 2 enfants. Lorsqu'il a aménagé il y a 8 ans, c'était l'euphorie d'une nouvelle vie. Au départ, on pense que ça va être parfait, comme un rêve comme l'image qu'on en a des écoquartiers. Quelque part, on doit payer le fait d'être précurseur. Au premier hiver, le bel appartement a révélé ses défauts indétectables à l'œil nu. De gros problèmes d'isolation. Ça, c'est quoi? C'est du liège? C'est vous qui l'avez... Ouais, j'ai rajouté du liège parce qu'il y avait des passages d'air. Donc des courants d'air, en fait. Des courants d'air, exactement. On a un flux d'air froid qui, en continu, vient sur vous et c'est plutôt désagréable. Et ça suffit, le petit montage que vous avez fait, là, ça suffit à arrêter les... Oui, parce qu'en fait, on le sentait. On mettait la main et on sentait le passage d'air. Et donc, on n'a plus cette sensation-là et c'est toujours une amélioration. Ouais, voilà, c'est pas très esthétique, mais... On sent encore, hein. Un petit peu. Plus problématique encore, le plancher qui devient de plus en plus froid à mesure que l'on s'approche de la fenêtre. Donc là, 20, 19... Oui, on peut aller jusqu'à 17 18, degrés près de la... Exactement. 17 là. Ouais. Et donc, pour améliorer le confort, j'ai rajouté une partie, 1 cm de liège, tout simplement pour que la surface au sol, elle soit pas froide et qu'on puisse marcher pieds nus dans le logement. La cause de ce plancher froid est visible de l'extérieur. Donc votre appartement... Voilà, c'est celui-ci là. C'est celui-là, ouais. D'accord. Celui au store orange. L'isolation par le dessous, sur le décroché que vous voyez là, elle est pas conforme, tout simplement. Donc on a des infiltrations. L'air froid utilise le bâti pour rentrer chez vous, quoi. Exactement, oui. La copropriété est en procès avec l'architecte du bâtiment pour améliorer l'isolation. Et ce n'est pas le seul raté du quartier.
Olivier Sidler en sait quelque chose. Bonjour Monsieur Sidler. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, je vous remercie. Olivier Sidler est ingénieur thermique. Après la livraison des bâtiments, il a mesuré pendant 2 ans leur performance énergétique. Une mission financée par l'Europe. On avait des objectifs qui étaient de diviser par 2 les consommations de chauffage par rapport à ce qui se faisait dans la construction neuve à l'époque. Olivier Sidler a détecté des anomalies sur les façades. Au niveau de leur revêtement, le bardage. C'est ça là, le bardage? Oui, c'est ces plaques qui protègent l'isolant et qui font un habillage de la façade. Pour fixer ces plaques au bâtiment, l'architecte a opté pour des crochets métalliques. Ils sont visibles sur ces photos prises pendant les travaux. On en voit un détail ici. Et puis ici, à la caméra thermique, on voit tous ces points qui font que c'est comme si c'était une façade léopard. C'est-à-dire qu'on a des ponts de chaleur qui passent à cet endroit-là, qui est un boulevard à calories. Conclusion, la chaleur s'échappe par les accroches métalliques. Olivier Sidler l'a écrit noir sur blanc dans un rapport qu'il a transmis à la ville de Grenoble. Et il l'a répété dans des formations auprès de professionnels et d'étudiants. Attention à cette découverte-là qui est très ennuyeuse. Et ça, c'est une chose que personne ne sait ou savait. Ce qu'on appelle ces ponts thermiques structurels. Ces recommandations ont même été intégrées au cahier des charges d'un nouvel écoquartier, actuellement en construction à Grenoble. À votre avis, ont-elles été suivies? Eh bien non. L'ingénieur thermique à la retraite retrouve son successeur sur le chantier. Il découvre qu'il n'a pas été écouté. On les retrouve sur la plupart des immeubles de la ZAC, ces problèmes de bardage. C'est à chaque fois le même souci, c'est-à-dire les ponts thermiques d'accroche de ce bardage qui dégradent la qualité thermique du mur. C'est pas un peu dommage ça? C'est très dommage. Ça veut dire que ça progresse un peu moins vite que ce que vous... Oui, absolument. C'est une déception? C'est une petite déception, oui, tout à fait. Oui, oui. Tout était en place pour corriger les erreurs passées. Et pourtant, le gaspillage d'énergie continue. Même labellisés, même sous surveillance, les écoquartiers semblent abonnés aux fausses notes. Mais dans quelle proportion? Il existe très peu de statistiques. Alors nous avons défriché le terrain pendant plusieurs semaines et traité ville par ville une énorme masse de données pour établir une carte de France un peu spéciale, celle des malfaçons dans les écoquartiers. Dans au moins 44 villes, les habitants ont signalé des problèmes de construction. Un chiffre énorme, c'est un quart des quartiers livrés, qu'ils soient labellisés ou non. Qui est responsable? Retour à Bayonne, dans le quartier des maisons au courant d'air. Jean Grenet était maire de la ville à l'époque de la construction du hameau de Plantoun. Il avait soutenu ce programme initié par l'office HLM de sa ville. Depuis, il regrette. Ces maisons, c'est la honte pour moi, et pour la ville de Bayonne, et je comprends la colère des gens qui sont là. Il y a eu plusieurs réunions, on les a rencontrés. Mais qu'est-ce que je leur dis? Mais ils ont raison. Nous, ce qu'on nous a vendu, entre guillemets, les élus, c'est un quartier qui allait s'insérer dans cette forêt et qui serait en quelque sorte donc un projet, oui, écologique, un peu moderne, un peu dans l'air du temps. Sauf que la réalisation est pitoyable. Selon le tribunal, l'office HLM qui pilotait l'opération n'a pas assez surveillé le chantier. L'organisme public a été déclaré responsable du fiasco à hauteur de 10%. Mais la plus grosse part de responsabilité est revenue aux constructeurs. Et notamment à la société pour laquelle travaillait Cédric Martinez, celle qui fabriquait les maisons en bois. Le bois doit en principe rester au sec pendant les travaux. Une précaution élémentaire qui n'a pas été prise. Le plus gros souci était qu'on avait en permanence de la pluie. Ça a été terrible, ça a été une année terrible. Au départ, on s'est arrêté pour les intempéries, on faisait d'autres tâches. Mais à un moment donné, on n'aurait jamais livré. La laine de verre qui n'était pas recouverte parce qu'il fallait attendre que les électriciens passent toute leur gaine. Donc il pleut par-dessus ça aussi? Forcément. Donc les isolants, Ah bah oui, bien sûr, ça devient des éponges. Bien sûr. L'humidité se colle dedans et ça fait une éponge, de toute manière, il ne faut pas rêver. C'est normal de ne pas protéger un chantier de la pluie? Moi, j'ai envie de vous dire non. Il faudra attendre la fin des travaux pour que des bâches soient placées sur les dernières maisons en construction.
Mais l'humidité a déjà déformé les panneaux de bois. Dès que vous aviez par exemple pendant 2-3 jours un coup de chaleur, à l'intérieur c'était une horreur. Tous les 4 matins il fallait venir régler les portes, régler les fenêtres, régler les... Ça bougeait dès le chantier? Ah ben bien sûr, bien sûr. Vous aviez une forte taux d'hygrométrie à cause de l'humidité. Tout de suite vous avez de la moisissure, des champignons, de la moisissure qui proliférait sur les murs, sur les plafonds en lambris. Les charpentiers auraient prévenu leur patron. Mais l'entreprise aurait décidé de livrer les maisons malgré tout, en l'état. Le rapport de l'expert dépêché par la justice confirme les dires du charpentier. Concernant le taux d'humidité, la non-conformité était connue au moment de la réception et ses conséquences étaient apparentes. Mais ce n'est pas tout. La justice estime que les entreprises ont aussi rogné sur les fournitures, au mépris de la sécurité. Démonstration avec Bruno et son avocate sous le fameux escalier. Ah, tiens. C'est celle-là qui a cassé, hein? C'est ici, là je peux passer la main, là je suis carrément dans l'escalier. Donc c'est là que l'expert signale qu'il y a un manque de vis, c'est ce qu'il dit. La contre-marche est vissée sur le champ des marches par quelques vis très espacées. Ce nombre insuffisant permet aux marches de fléchir légèrement sous le pas une fois le bois rétracté. On a fait des économies de vis, on a fait des économies d'écrous à l'extérieur. Il y a des écrous qui ne sont pas vissés. Enfin, on a économisé sur tous les matériaux. Sur 39 pavillons, ça constitue une économie substantielle qui, dans le cadre du marché global, se répercute. Permet de faire les économies. Exactement. C'est encore plus flagrant avec le plancher de la maison, celui qui s'est brisé sous le poids de Bruno. Dans le cahier des charges, le parquet devait être constitué de 2 épaisseurs d'aggloméré. Le constructeur n'en a posé qu'une seule, celle qui est en morceaux aujourd'hui. En épaisseur, mais... La décision a été prise de mettre un plancher de moindre qualité pour réduire le coût du marché. Combien ce tour de passe-passe aurait-il rapporté ? D'après un spécialiste du bois, le plancher à double épaisseur coûte environ 50 € du mètre carré, contre 20 € pour le modèle posé chez Bruno. Une différence de 30 €. Multiplié par tous les mètres carrés concernés dans le quartier, notre estimation atteint presque 63 000 € d'économie pour le fabricant. L'entreprise qui a construit les maisons en bois est installée au pied des Pyrénées, en Haute-Garonne. Arbonis s'appelait à l'époque la Satob. Elle a été condamnée en première instance comme la principale responsable des malfaçons. Ce jour-là, personne ne nous reçoit. Mais finalement, le patron accepte une interview par téléphone. Sans détour, il reconnaît des erreurs. D'ailleurs, ce n'est pas son entreprise qui a fait appel du jugement. On est dans une posture, une position où on assume pleinement les conclusions. Là, il y a une défaillance collective et on est vraiment désolé de ce qui s'est passé et vraiment désolé pour les propriétaires, les gens qui habitent dans le hameau de Plantoun. Mais il nie avoir réalisé des économies sur le dos des acheteurs. C'est pas une recherche de maximiser la marge, par exemple? Non. Moi, ce que je peux vous dire à l'époque, c'est que la Satob ne cherchait en aucune façon à faire les choses à l'économie. Il y a eu des dysfonctionnements, nous les reconnaissons. Voilà. Quelques mois avant le chantier de Bayonne, cette entreprise est devenue la filiale d'un géant du BTP, Vinci. Rien n'indique que ce rachat soit à l'origine du naufrage de Bayonne. Mais c'est le signe que les grands groupes du BTP investissent massivement sur les chantiers écolos. D'après nos propres calculs, Bouygues a participé à la construction d'au moins 89 écoquartiers français. Vinci 44, Eiffage 29. Une présence étonnante. Souvenez-vous, les cités vertes doivent contribuer à un développement local et solidaire. Pas sûr que les rédacteurs de la charte pensaient aux multinationales du bâtiment. Et pourquoi cet engouement ? Contactés, les 3 plus grands acteurs du secteur n'ont pas accepté nos demandes d'interview. À l'évidence, les écoquartiers sont un marché porteur et qui fait de la bonne publicité dans leurs clips promotionnels.
Les cités écolos verdissent l'image du BTP, mais aussi des communes industrielles. Et c'est une autre surprise de notre enquête. Le comble des écoquartiers, c'est qu'ils peuvent être bâtis sur des zones polluées. La compilation de nombreuses sources nous a permis d'évaluer, pour la première fois, l'importance du phénomène. 200 écoquartiers livrés ou en chantier, labellisés ou non, se situent sur d'anciennes friches, au sous-sol parfois toxique. Les maires pensent que c'est plus écologique que de sacrifier des champs, des forêts ou des prairies. À Limeil-Brévannes, le terrain était pollué. Il y avait une gigantesque montagne de déchets à 2 pas des immeubles d'aujourd'hui. Cette décharge sauvage était connue dans toute la région. Les ordures n'ont été évacuées qu'en 2012, peu de temps avant l'arrivée des habitants. À l'époque, l'association Robin des Bois avait suivi ce dossier hors norme. Jackie Bonnemain nous explique qu'en face de la montagne, il y avait une autre décharge. L'écoquartier a été lancé malgré un sol pollué sur 10 mètres de profondeur. Au départ, c'est une espèce de carrière où on extrayait du gravier pour les travaux publics de la région parisienne. Elle a fermé en 1978 et c'est devenu après une décharge sauvage. Qu'est-ce qui est arrivé ici? Du dépôt sauvage indéterminé, des déchets de démolition, du mercure, du PCB, des solvants chlorés, de l'arsenic, tout un tas de métaux toxiques ou de gaz toxiques. Des affirmations confirmées par les dossiers officiels que nous avons pu consulter. Joseph Rossignol est l'ancien maire. Il assume le fait d'avoir bâti sur une décharge. C'était la seule surface disponible dans sa commune. Si les terrains sont libres aujourd'hui, c'est que c'était des friches. Et les friches, malheureusement, si vous les laissez à l'état sauvage, très rapidement, vous avez des déchets sauvages et ces friches deviennent polluées. Il n'y a pas d'autre solution, si vous voulez construire, que de récupérer ces endroits. Et parce que c'est des quartiers écologiques, eh bien, vous travaillez sur la dépollution avec toutes ces contraintes. Car le terrain a été dépollué avant les travaux, mais partiellement. Cela s'est passé en 3 étapes. La surface a été retirée sur une épaisseur d'1 mètre. Une membrane plastique de quelques millimètres a été posée et recouverte d'une couche de terre propre de 80 cm. Une dépollution plus profonde a cependant été réalisée lorsqu'un logement était prévu en rez-de-chaussée. Les choses sont-elles réglées pour autant ? Nous allons retrouver Caroline et Thomas, qui nous avaient reçus chez eux. Pour les remercier de leur accueil, nous leur apportons des fleurs et un petit pommier qu'ils pourront planter dans leur jardin partagé. Bonjour. Pour les fleurs, pas de problème. Mais pour le pommier, ça coince. Je vous ai apporté un petit pommier. Ce que nous a expliqué le notaire quand on a acheté, c'est que les terres sont considérées comme impropres à la consommation. On n'a pas le droit de manger des choses qu'on fait pousser dedans. Ça veut dire que mon arbre, là... Il faudra l'isoler de la terre. On le plantera en pot. Un potager interdit. Ennuyeux quand on a décidé de vivre au plus près de la nature. Mais la précaution est indispensable. Les racines risqueraient de capter les polluants qui sont toujours sous l'écoquartier. Pour Jackie Bonnemain, le danger ne se limite pas à la consommation des fruits. C'est quoi le risque là ? C'est le transfert depuis le sous-sol des vapeurs toxiques qui s'accumulent sans que vous vous en rendiez compte. C'est des risques cancérogènes si l'exposition des habitants est longue et s'ils vivent là de l'adolescence à l'âge de la retraite. La dépollution partielle a été décidée par la ville. Son coût, 1,6 million d'euros, a été pris en charge par les constructeurs. Assainir en profondeur aurait coûté beaucoup plus cher, jusqu'à 20 millions d'euros. Si vous aviez voulu tout dépolluer, enlever les, 8, 10, 15 de mètres... Vous ne pouviez pas construire. Ça aurait coûté trop cher. Ah non, on ne pouvait pas construire. C'est clair, ça aurait coûté trop cher. En 2007, la préfecture avait recommandé des mesures d'air régulières dans les futurs logements.
sont-elles réalisées? Françoise Lecoufle est l'actuelle maire de Limeil-Brévannes. Depuis son élection en 2014, elle nous assure que la qualité de l'air a bien été mesurée dans 3 équipements collectifs, mais pas dans les logements. Que ce soit dans les logements ou dans les équipements publics, c'est exactement les mêmes bâtiments, donc je ne pense pas qu'il y ait plus de problèmes dans les logements. Est-ce que ces études, elles sont consultables publiquement? Alors ces études ne sont pas consultables publiquement. Vous avez des pages et des pages que ni vous ni moi nous ne saurions lire. On n'est pas capable de les interpréter. Donc par définition, on ne les donne pas. Si vous commencez à éparpiller en fait 400 pages diverses et variées de contrôles faits à divers moments, vous pouvez tout simplement après en prendre un petit morceau et vous mettre à affoler tout le monde, alors que tout de suite, il n'y a pas de souci. La mairie nous enverra finalement 3 synthèses. Heureusement, pas les 400 pages apparemment très compliquées. Non, juste quelques feuillets de conclusion, assez lapidaires mais plutôt rassurants. Sur le terrain, nous constatons que les 3 bâtiments analysés sont proches les uns des autres. Le quartier des Temps Durables s'étend sur 10 hectares. Comment être sûr que tous les habitants respirent un air sain? Visiblement, beaucoup de ces nouvelles cités vertes ne sont pas encore à la hauteur de leur idéal. Pourtant, en France, 250 écoquartiers vont bientôt sortir de terre et des centaines de milliers d'habitants vont s'y installer. Depuis 3 ans, le Yémen vit sous le feu des bombardements, mais c'est une guerre presque sans images, sans visage et sans voix. Très peu de journalistes ont pu s'y rendre. Une femme, une réalisatrice yéménite, a réussi, après 2 ans d'attente, à tourner dans son propre pays et elle a décidé de témoigner de ce conflit destructeur au travers du regard des enfants. Il s'appelle Ahmed, Rima et Youssef, ils sont nos yeux et nos oreilles dans les rues de Sanaa. C'est un document exceptionnel signé Khadija Al-Salami pour Vatim et Oupou Productions. Yémen, les enfants et la guerre, on en parle juste après avec la réalisatrice. C'est l'une des plus vieilles villes du monde. Sanaa, 2500 ans d'histoire. Aujourd'hui dévastée. Mon pays, le Yémen, vit sous les bombes depuis 3 ans. Peu d'images vous en sont parvenues. Rares sont les journalistes qui peuvent s'y aventurer. Je voulais faire un film pour témoigner de ce que vit la population. Et puis j'ai rencontré Ahmed, sa sœur et son neveu. De sa fenêtre, Ahmed tire sur les avions. Si maman te voit, elle va te punir. Laisse-moi descendre cet avion. Ils nous font peur toute la nuit. Le fusil de grand-père est trop vieux et rouillé pour abattre un avion. En plus, il n'a même pas de cartouche. Occupe-toi de tes affaires. Tu verras bien quand je le descendrai. Il n'écoute rien. Depuis mars 2015, pour ces enfants, la menace vient du ciel. Depuis qu'une coalition de 9 pays arabes, menée par l'Arabie saoudite, pilonne sans relâche les zones du Yémen tenues par les rebelles, causant des milliers de morts parmi les civils. Depuis le début des bombardements, Ahmed est obsédé par la guerre. Laisse-nous étudier. Et sinon quoi? Maman, Ahmed nous embête. Ahmed était le premier de sa classe. Mais quand la guerre a éclaté,
On est resté à la maison pendant des mois, sans aller à l'école. Malgré les bombardements, on a fini par y retourner. Mais Ahmed n'est plus le premier de la classe. Il a du mal à se concentrer. Il ne pense qu'à trouver une arme pour aller combattre. Il est devenu nerveux et en même temps très sensible. C'est vrai, nous les enfants, on a changé. Je m'appelle Rima, j'ai 8 ans. Plus tard, je vais être pédiatre. Je suis Ahmed et j'ai 11 ans. Je m'appelle Youssef, j'ai 9 ans. Ahmed est mon oncle et Rima ma tante. Je n'aime pas la guerre. Si je survis, je vais être dentiste. Les enfants sont les premières victimes du conflit au Yémen. Cette guerre dont vous avez si peu entendu parler, ce sont eux qui vont vous la raconter. J'ai proposé à Ahmed et Youssef d'interviewer les enfants de leur quartier. Comment tu vis la guerre? J'ai très peur des bombardements aériens. Quand le quartier Al-Ghayad a été bombardé, j'ai senti la maison s'envoler. Et quand la montagne a été bombardée, c'était comme une apocalypse. Je me suis évanouie dans la rue. Un homme m'a portée jusqu'à la maison. Avec le bombardement, on se serait cru au coucher du soleil. Les montagnes qui surplombent Sanaa sont bombardées presque quotidiennement. Les enfants ont dû apprendre à vivre avec. Et toi, tu as peur? Oui, j'ai peur des avions. Je vais voir ma maman pour qu'elle me protège. Et je pleure. Quand ils bombardent et qu'on est à l'école, on descend se cacher au sous-sol. Et quand on est à la maison, c'est mamie qui nous emmène à la cave. Moi aussi, j'ai peur de la guerre. Et à cause de ça, j'ai même des cheveux blancs. Tes cheveux deviennent blancs? Oui, à cause de la peur. J'ai expliqué aux enfants que pour arrêter la guerre, il faudrait que les autres pays du monde, et notamment l'Europe, imposent la paix. Les enfants, vous connaissez l'Union européenne? C'est quoi l'Union européenne? Moi, je sais pas. Vous pouvez regarder sur mon téléphone et leur transmettre un message. Il a Internet, ton téléphone? Oui. Depuis 2016, le Parlement européen a voté plusieurs résolutions pour demander l'interdiction des ventes d'armes européennes à l'Arabie saoudite. L'Europe détient peut-être la clé pour mettre fin au conflit. L'Union européenne. L'Union européenne a finalement connu la paix après 2 guerres destructrices. La paix y règne depuis plus de 50 ans et grâce à cette paix, les peuples connaissent le progrès et la prospérité économique. Ahmed a posé son fusil. Il s'est pris au jeu du reportage. Il veut envoyer un message à l'Union européenne. Youssef! Quoi? Passe-moi le gel. Pour qui tu te fais beau comme ça? Je vais voir Miss Guerre. C'est qui Miss Guerre? Elle s'appelle Nisma. Peut-être qu'elle est aussi belle que son prénom. Ça fait 1 heure que t'es devant la glace. Elle mérite tout ce soin? Dépêche-toi, je vais me coiffer moi aussi.
Nisma, c'est elle. Elle s'est fait connaître en postant des photos sur les réseaux sociaux pour parler de la situation au Yémen. Des photos un peu décalées, où elle se met en scène pour évoquer la vie des habitants depuis le début de la guerre. On connaît les Miss Monde, les Miss Ville, mais on n'a jamais entendu parler d'une Miss Guerre. Miss Guerre, c'est pas ton vrai nom? Non, mon vrai nom c'est Nisma Al-Koumim. On m'a donné ce surnom sur les réseaux sociaux à cause de mes photos. On m'a appelée Miss Guerre après cette photo qui montre une belle femme. Elle ramasse du bois et porte de l'eau sur sa tête. Avec son chargeur solaire de téléphone, la photo exprime la souffrance et la ténacité de la femme et du peuple yéménite. C'est vraiment toi? Tu connais l'Union européenne? Le drapeau bleu avec les étoiles? Ouais, j'en sais pas plus. Je vais t'expliquer. Ce sont des pays en Europe qui étaient en guerre. Quand la raison leur est revenue, ils ont décidé de former une union pour arrêter la guerre. Voilà le téléphone pour leur passer un message. Le message que tu veux. Tu sais filmer? Oui. Tu es mariée? Oui, et j'ai 2 filles, Sama et Asma. Tu t'es coiffé pour rien, Ahmed. Mon message pour l'Union européenne, c'est qu'elle doit s'impliquer pour ramener la paix au Yémen. Le peuple yéménite est pris entre 2 feux, entre les attaques aériennes et les pillages, entre 2 morts, celle qui vient du ciel et celle qui vient du sol. Nous n'avons plus aucune chance de survie. Comment pouvons-nous vivre ? La coalition menée par l'Arabie saoudite impose un blocus qui prive les Yéménites de tout. Plus de gaz, plus de médicaments, plus de denrées alimentaires, plus d'eau. Partout, la pénurie s'est installée. La guerre a brisé nos cœurs. Elle n'a épargné personne. Dans chaque famille, on pleure un être cher, un père, une mère, un frère, une grand-mère, toutes les générations. Farez et sa petite sœur, Ferdouz, ont perdu leur maman dans un bombardement au début de l'année 2017. Comment elle est morte? Tuée par un missile antiaérien. Quand ils ont tiré contre l'avion. C'est retombé sur nous. C'était comme des balles. Ça s'est passé à quelle heure? À 9h. Le soir? Comment t'as compris qu'elle était morte? Elle était en train de nous coucher. Elle bordait ma sœur et elle a reçu le projectile perdu sur la tête. Sinon, il serait tombé sur moi. Il a traversé 2 étages. 3. Tu penses à elle le matin ou le soir? Le matin et le soir. Tout le temps. Qui tu aimes le plus? Ta mère ou ton père? J'aime les deux. Moi, je préfère ma mère. Moi, j'aime les deux. Je peux pas vivre sans les deux. Dis pas n'importe quoi.
Moi, j'aime plus ma mère que mon père. Et il est où ton père? Il est à la maison. Il est encore vivant. Dieu soit loué. Tout le monde dit que je suis devenu violent, que je n'écoute rien. Mais en fait, je suis angoissée. J'ai peur pour ma mère, que Dieu veille sur elle. Beaucoup d'enfants ont leurs parents qui sont morts. Moi, j'aime tellement ma mère. C'est pour ça que je suis angoissée et nerveuse. C'était votre maison? Oui, on habitait là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était 1h du matin. On dormait et soudain, on s'est retrouvé comme en enfer. Ce n'était plus la maison qu'on connaissait. Vous avez ressenti quoi quand vous avez perdu votre fille? C'est un sentiment indescriptible. Quand on voit sa fille aussi gravement blessée, on ressent de la rage et de l'injustice. C'est une douleur indescriptible. J'ai gardé la photo de vous avec votre fille sur mon téléphone. C'est une photo qui a été partagée sur Facebook et Twitter. Cette photo a été prise à l'hôpital. J'étais sous le choc. Je n'arrivais pas à croire que Zeynep était morte. Quand on est arrivé à l'hôpital, elle était déjà à la morgue. Au-dessus d'elle, il y avait 6 ou 8 enfants morts. Elle était couverte de sang et de sable. C'est vraiment horrible de voir sa fille, dont on a pris tant de soin, comme ça, la tête en sang. Vous voulez transmettre un message? Je demande au peuple européen de parler de ces carnages qui se commettent tous les jours ici. Toutes les 10 minutes, un enfant meurt. 6 enfants par heure. Vous parlez beaucoup des droits de l'homme, mais c'est valable pour nous aussi. Nous aussi, on a le droit de vivre dans la paix et la sécurité. Nous aussi, on a le droit de protéger nos enfants des massacres et de la violence. Le 8 octobre 2016, un raid aérien sur Sanaa frappe des civils réunis dans cette salle pour une cérémonie funéraire. L'attaque fait 140 morts et plus de 500 blessés. Les ruines du bâtiment témoignent encore de la violence du bombardement. C'est là que les enfants ont décidé d'emmener Maji, un chanteur de Sanaa. Tu peux te présenter? Je m'appelle Maji El-Ziadi, je suis rappeur. C'est quoi le rap? Jamais entendu parler. Vous connaissez pas le rap? Non. Le rap, c'est un art qui est arrivé récemment dans le monde arabe, mais il existe en Europe et aux États-Unis depuis les années 70. Qu'est-ce qui t'intéresse dans le rap? C'est le fait qu'il n'y a pas d'entrave. Tu peux dire ce que tu veux. Comment tu vois l'avenir des jeunes de ton âge? Dans ces circonstances, dur. Vraiment dur. L'avenir des jeunes, c'est comme l'avenir du pays. Il ressemble à un corps atteint de cancer qui agonise. Un corps qu'on ne peut pas soigner.
Tous les jours, on lui donne des médicaments, mais sans résultat. Tu peux nous chanter du rap? Du rap? Vous chantez avec moi. Vous chantez avec moi. D'abord, on doit faire comme ça. Quand tu chantes du rap, tes mouvements doivent être totalement libres. T'es prêt? Allez, Youssef, tu dis... Moi, yéménite, la tête toujours haute. C'est pas encore ça. Je veux que vous chantiez fort, librement. Et vous dites, moi, yéménite, la tête toujours haute. Ma tête toujours haute. C'est pas mal. Miwano aka Fox جير تحت الحطام شوفوني واقف اغني تحت الحطام شوفني واقف لا ولسه ابدع بفني ما حد يرضى بهذا الحال تسقط تروح تموت اجال ما حد يرضى بهذا الحال لا انسي ولا جني القصف الدايم على الدوام وانا ثابت في مكاني مؤمن انا بالله ما حد يقدر يهزمني ايش الذنب اطفال ماتوا بهذه الحرب الدنيئه بالله حد يفهمني كل المبدع في مجاله والحاله والله حاله حتى الشاب في عز شبابه اصبح على اهل عاله الاب انكسر قدام اسرته ضعيف ما هو لاقي بس ياكل هو وزوجته وعياله ايش يسوي ها ما باليد اي حيله ولو ادافع عن بلادي قالوا اليمن عميله شتتونا عن احبابنا فرقونا للاسف هذه الحقيقه باختصار دمرونا احلامنا نتمنى نعيشها لكن في الواقع سراب كل واحد فينا تمنى مستني رجوع الجواب اسال نفسي وافكر لين متى هذا الحال أسأل نفسي وأدعي يا ربي يا رحمن Saba est peintre. Mais aujourd'hui, ses tableaux, comme les chansons de Madji, le rappeur, ne parlent plus que de la guerre. Elle travaille à partir d'images ou de photos qu'elle trouve dans la presse. C'est la fille qui a été tuée à l'école? Oui. Tu connais son nom? Elle s'appelait Ishraq Al-Mouafa. Elle allait à l'école, elle avait un contrôle à 8 heures. Quand l'avion a bombardé l'école, Ishraq s'est enfui, mais un éclat d'obus l'a tuée. J'étais dévastée par cette photo. Elle aurait pu être ma fille. Et j'ai fait ce tableau. Ahmed, la guerre l'a changé. Il ne veut plus étudier. Il joue à la guerre. Tu joues à la guerre? Ils t'ont changé alors. C'est ce qu'ils cherchent. En toi, il y a l'homme yéménite. Et tu sais qui est l'homme yéménite? Il a construit les terrasses dans les montagnes, il a cultivé le sol. Il a bâti toute une civilisation. C'est cet homme qu'ils veulent tuer. Et toi, tu les laisses faire? Non, tu dois résister. Tu dois vaincre la tristesse et résister à la peur. J'ai pas peur. Je voudrais grandir pour défendre ma patrie. C'est bien, mais la patrie, tu peux aussi la défendre par le savoir, par les valeurs, par les principes. Moi, par exemple, je résiste par les mots et par mes dessins. Vous voulez transmettre un message? À qui? À l'Union européenne. Le message que vous voulez. D'accord. Vous savez filmer? Je vous conjure de ne pas nous abandonner à des nations corrompues. Au nom de la paix, qui condamne la violence et les agressions. Je dessine mes larmes avec mes pinceaux. Je pleure pour tous ceux qui sont morts. Mes pinceaux les rendent éternels. Y a-t-il quelqu'un pour nous entendre?
Avec Ahmed, on est allé à la rencontre d'enfants blessés par les bombardements, soignés par une association. Salut. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est à cause des bombardements. On était dans la maison, on a entendu les avions arriver et ils ont bombardé notre maison pendant qu'on était sortis. Mon frère a été tué. Moi j'ai été touché à la main et à la tête et ici l'os est sorti. Et là il est complètement cassé. T'as eu combien d'opérations? 13. 11 à la main et 2 à la cuisse. J'ai été touchée à la jambe par un éclat d'obus. C'était avant la fête de l'Aïd. Tu peux marcher? Non. C'est à cause d'une grenade. On jouait, moi et 9 enfants. On l'a trouvée dans notre ferme. On l'a jetée et elle a explosé. Les 9 enfants ont été tués. Tu es blessé où? Aux jambes. Et elle a eu les doigts coupés. J'étais à l'école et j'ai vu passer une patrouille. À ce moment-là, la patrouille a été bombardée. J'ai été propulsé en l'air et un éclat d'obus m'a touché à la tête. C'est là. Et il a reçu un autre éclat à la jambe. Je suis resté 10 jours sans connaissance, puis mes nerfs ont été coupés et mon visage a été paralysé. Tu as peur des avions? Oui, quand je les entends, je me bouche les oreilles. Ceux qui survivent au bombardement n'ont souvent plus de toit. Depuis le début du conflit, 3 millions de personnes ont dû fuir de chez elles, selon l'ONU. Beaucoup vivent désormais dans des camps de réfugiés. On est dans le camp de réfugiés le plus proche de Sanaa, la capitale. Je suis orphelin. Mon père est mort. Notre maison a été bombardée. On est venu ici, à Darwan, mais on ne nous a rien donné. Ni nourriture, ni couverture. Rien du tout. Tu es réfugié? Oui. Ils ont bombardé notre maison. On s'est enfui ici. Tu as perdu qui de ta famille? Mon père. Je vous jure, on n'a rien. Ni farine, ni gaz, ni matelas. On s'inquiète quand il pleut, car il pleut sur nous. Venez voir comment on vit. Et ça fait presque 2 ans que ça dure. On est 5 familles à vivre dans cette tente. J'ai cousu des sacs de farine pour faire le toit. Les égouts sont de simples trous dans le sol. Les déchets s'accumulent à côté des tentes. Il n'y a pas d'école, ni de dispensaire. Les gens souffrent du manque d'hygiène. Moi, ça m'a mis en colère de voir ce camp de réfugiés. Je comprends la chance que j'ai. Ma situation est bien meilleure que celle de ces enfants. Ils ont perdu leur famille. La guerre a détruit leur maison. J'ai peur que notre tour arrive, qu'on perde notre famille, notre maison, et que je ne puisse plus aller à l'école, comme des milliers d'enfants au Yémen. La colère provoque la violence, mais je ne veux plus être violent. Et je ne veux plus pleurer. Je veux juste vivre mon enfance. Parfois, je me sens déjà vieux.
هنا اعتبرني شاب جالس فكر بصوت عالي لان عارف ان صوتي مش مهم تسمعوه À la sortie de la ville, les enfants ont rencontré Alnod. Elle vivait dans une ferme avec sa famille. Tu as quel âge? 4 ans. T'habites où? Là? Montre-moi. Là-bas? Un avion a bombardé notre maison et tué mon père, ma mère, mon oncle Mohamed, mes frères Rad et Lit. J'ai entendu mon père crier très fort. Nadia. Il a crié longtemps. Nadia, c'est ta mère? J'ai vu ma mère. Elle bougeait. Sa main était cassée. Tu étais où quand ça s'est passé? Ici, à la balançoire. Tu as entendu le bombardement? Oui. Comment le missile est tombé? L'avion a frappé et j'ai entendu un gros bruit. Tu as eu peur? Non. Quand ils ont frappé ta maison? Tu as pleuré? Je jouais et la maison s'est effondrée. Il y avait de la fumée. Et toi, t'as fait quoi? J'ai fait comme ça. Tu es allé voir tes parents? Non. Tu es resté ici? Qui est venu chercher tes parents? Personne. Pas de secours? Si, des hommes. Quand? Plus tard. Tu as appelé au secours? Oui, j'ai crié. Et un homme est venu me chercher. Rad et Lit, c'est tes frères? Oui. Ils sont où maintenant? Au paradis. Tu as des copains? Non. Des copines? Non. Tu vas à l'école? Non. J'attendais que Rad soit plus grand. Rad avait quel âge? Il était trop petit. C'était encore un bébé? Oui. Tu connais l'Union européenne? Question idiote, Ahmed. T'as pas besoin d'entendre parler d'eux. C'est eux qui doivent entendre parler de toi. À cause de leurs armes, tes parents sont morts et t'as plus d'avenir. C'est à papa. Ça, c'est à maman. C'est sa robe. Là, c'est sa casserole. La petite fille a été recueillie par un oncle. Après 1000 jours de conflit et près de 9000 morts, le Yémen s'enfonce toujours plus dans la guerre et dans l'indifférence. Plusieurs pays européens, dont la France, continuent de vendre des armes à l'Arabie saoudite. Bonsoir Khadija Al-Salami, c'est vous qui avez réalisé ce film absolument bouleversant. On a tout de suite envie de savoir ce que sont devenus ces enfants, ce que sont devenus Ahmed, Rima et Youssef. Ils sont toujours à l'école, ils sont encore vivants, heureusement, malgré le bombardement. Rima, elle vient de m'envoyer ses notes, elle était 20 sur 20. Bravo. Et Ahmed et Youssef, bien. Vous vous occupez aussi de la petite Alnod, qu'on a vue tout à la fin du film et qui nous a vraiment, pour le coup, bouleversés. Elle n'a que 4 ans, plus de parents, plus de frères ou de sœurs. Vous avez décidé de vous en occuper. De son école, elle est avec son oncle et on va s'occuper de son école et de sa scolarisation. C'est-à-dire que vous allez l'inscrire à l'école.
Vous êtes très modeste parce qu'en fait, vous avez inscrit des centaines d'enfants à l'école au Yémen. Oui, avec une aide d'une amie française, on a 550 filles qu'on envoie depuis 2010 à l'école et en espérant qu'elles seront mieux. Maintenant, avec tous ces problèmes, avec la guerre, on a quand même ajouté des garçons les 2 dernières années. Parlez-nous de ce tournage, ça a été particulièrement difficile. Vous avez été intimidée, vous avez même été arrêtée au cours de ce tournage. Oui, j'étais arrêtée par les militaires et on m'a pris jusqu'à la base militaire. Elles veulent tout prendre, mon caméra. Et avec les militaires qui ont insisté de prendre mon caméra, je lui dis, c'est comme je insiste de prendre votre Kalachnikov. Et c'est mon arme comme vous avez une arme, chacun son arme. Donc c'était terminé comme ça. Et après. Et finalement, vous avez gardé votre caméra? Oui, j'ai gardé mon caméra et le film. Dans le film, on entend Ahmed, et c'est des propos forts, qui dit à Al-Nod, à cause de leurs armes, tu n'as pas d'avenir. C'est aussi le message que vous avez envie de transmettre à l'Union européenne. Oui, c'est que tous les Yéménites ont envie de transmettre à l'Union européenne parce que l'Europe, pour les Yéménites, d'abord, ils n'ont plus confiance en leurs dirigeants, ni aux pays arabes, en particulier l'Arabie saoudite, qui le bombardent tous les jours sans arrêt et qui l'empêche de vivre en paix. Et le seul espoir qu'ils ont, c'est dans le peuple européen. Vraiment? Pour qu'ils viennent leur aide et faire pression sur leur gouvernement pour arrêter cette guerre. Et j'étais étonnée parce qu'ils ont conscience de cette qualité humaine auquel les Européens adhèrent. Et ils me parlaient souvent, me posaient des questions. Pourquoi personne ne parle de nos situations, de notre souffrance quotidienne, alors que les Européens sont très sensibles à la souffrance humaine. Vous interpellez aussi directement la France, notamment en raison de ces ventes d'armes à l'Arabie saoudite. Pour vous, c'est très symbolique. Très symbolique parce que pour nous, la France, c'est le symbole des droits de l'homme. Et on aimerait bien on espère que les principes et les valeurs des droits fondamentaux sur lesquels la France a basé ou fondé sa culture vaincra les intérêts financiers. Le Yémen, c'est aussi en marge de la guerre, une catastrophe humanitaire. L'ONU parlait récemment de la pire crise depuis la Seconde Guerre mondiale. L'UNICEF, du pire endroit du monde pour un enfant. Ça, vous l'avez vu aussi? Oui, j'ai vu cette catastrophe humaine que je ne pouvais même pas montrer parce que c'est tellement douloureux. Et j'essayais de montrer une lueur d'espoir chez les Yéménites qu'ils gardent toujours, malgré la misère, malgré le massacre, leur force. Malgré la destruction. Je voulais montrer cette force qu'ils peuvent le faire sortir de ça. Merci à vous, Khadija Al-Salami. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de ce nouveau numéro d'Envoyé spécial. Merci de votre fidélité. Vous êtes aussi de plus en plus nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux et en replay. N'hésitez pas, tous nos reportages sont disponibles sur notre site france-tv-info.fr. Dans un instant, vous retrouvez Complément d'enquête avec Thomas Soto qui est en direct de la prison de la Santé. Excellente fin de soirée sur France 2. Merci. Bonsoir.